Bienvenue dans le Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots. Les migrations dans le monde ont triplé en 40 ans, atteignant aujourd'hui 250 millions de migrants internationaux. Plusieurs facteurs sont susceptibles d'expliquer ce phénomène. Les écarts démographiques entre le Nord et le Sud, où l'on assiste aujourd'hui à des transitions démographiques, mais aussi à des croissances fortes, avec une population jeune et sous-employée. L'inégale répartition des richesses, les crises politiques porteuses de réfugiés et de déplacés internes, le changement climatique qui favorise des déplacés environnementaux, mais aussi et surtout les conflits armés provoquant de nombreux déplacés de guerre. Dans ce numéro très spécial du Grand Talk préparé avec la Convention de la société civile ivoirienne et l'Institut Panos de Dakar, nous parlerons de migration. 4 spécialistes de la thématique tenteront de mieux nous expliquer le phénomène. Monsieur Isiaka Konaté, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bienvenue dans le Grand Talk. Monsieur Abderrahmane Cissé, vous êtes chef de projet migration et spécialiste des questions de migration au sein de la société, au sein de la convention, devrais-je rappeler, de la société civile ivoirienne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Maître Doumbia Yacouba, vous êtes le président du conseil d'administration du mouvement ivoirien des droits humains, donc il faut bien préciser, non droits de l'homme, des droits humains. Et je rappelle, vous êtes juriste. Et enfin, monsieur Angaman Paul, secrétaire général de la Convention de la société civile ivoirienne. Bonsoir. 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 En tout cas, la crise migratoire fait actuellement rage en Europe et selon le HCR, au titre de l'année 2015, puisque les chiffres datent du 22 décembre 2015, c'est pratiquement plus d'1 million de migrants qui ont fait leur entrée en Europe. Par voie terrestre, voie maritime. Cette recrudescence, on l'a remarqué, pose énormément de problèmes aujourd'hui dans les pays de l'Union européenne qui ne savent pas quelle attitude adopter face à ce problème. Une actualité brûlante qui d'ailleurs interpelle l'opinion africaine que nous représentons aujourd'hui. Alors, la première question que l'on pourrait se poser, monsieur Isiaka Konaté, c'est pourquoi ce silence troublant des dirigeants africains sur cette question d'actualité qui préoccupe énormément l'Europe, qui elle fait énormément de réunions pour résorber ce problème. Merci de l'occasion que vous me donnez. Je ne pense pas qu'il y ait un silence troublant des autorités africaines sur cette question. D'ailleurs, la CEDEAO a participé avec les autres chefs d'État africains au sommet de la Valette le 11 et 12 novembre à Malte. Et la CEDEAO, en allant à cette réunion, avait une position commune. Et ensuite, à l'intérieur de la CEDEAO, les activités sur la libre circulation des personnes au niveau de l'espace communautaire. Le mois dernier, il y a eu une réunion à Accra sur l'application du plan d'action du sommet de la Valette, conformément à l'organisation régionale que constitue la CEDEAO. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments, beaucoup de choses qui sont faites pour l'instant sur la question migratoire. Peut-être qu'on peut estimer que ces choses sont suffisantes ou insuffisantes, dépendant de l'angle à partir duquel on jette un regard sur cette question. Mais je pense que les autorités ont pris ce phénomène à bras le corps et il faut continuer sur les efforts qui sont faits pour aboutir à une harmonisation des politiques migratoires africaines et ensuite à la création dans les différents pays des comités nationaux relatifs à la migration. Monsieur Angaman Paul, je rappelle, vous êtes secrétaire général de la Convention de la société civile ivoirienne et qu'en accord avec l'Institut Panos de Dakar, Panos Ouest africain de Dakar, vous travaillez sur les questions migratoires. Vous avez, vous, la même impression que monsieur Isiaka Konaté, que les gouvernants, les pouvoirs africains prennent au sérieux les questions migratoires en Afrique? Nous, en tant que société civile ivoirienne, on aurait souhaité que les gouvernants fassent un peu plus. Et parce que c'est une question qui date d'un peu longtemps quand même. Il y a un mouvement des populations africaines, par exemple, vers l'Europe, à la recherche d'un emploi, d'opportunités économiques, mais aussi à la recherche du savoir, parce qu'il y a aussi des fuites des cerveaux des étudiants qui vont rechercher des meilleures universités dans lesquelles travailler, parce qu'au sud ici, on n'a pas toujours cette qualité d'université. Mais il y a aussi des gens qui vont et qui sont des cerveaux qui y restent. Et donc ces questions-là doivent être
prises véritablement au sérieux par le gouvernement, les aborder comme il le faut pour que cette question migratoire puisse trouver véritablement une solution. Maître Doumbia, vous qui êtes juriste, alors la migration n'a jamais été un problème de tout temps et depuis la création de ce monde, les hommes et les femmes ont migré d'un pays à un autre sans que cela ne pose problème. Selon vous, aujourd'hui, pourquoi on est si regardant sur les problèmes de migration dans le monde ? Comme vous l'avez dit, les migrations ne sont pas un problème. En vérité, émigrer est un droit fondamental de la personne humaine. Quand vous prenez ce que nous appelons les textes fondateurs des droits de l'homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, les articles 13 et 14, chacun a le droit de quitter son pays quand il veut et d'y retourner quand il veut. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est devenu un problème parce que les migrations se font de manière massive. Et puis, les pays d'accueil aujourd'hui ont des politiques qui ne peuvent pas peut-être résorber le taux de personnes qui veulent émigrer sur leur territoire. Alors donc c'est là que ça devient des problèmes parce qu'ils ont des problèmes de santé publique, des problèmes d'organisation au niveau des infrastructures sociales. Mais c'est en ce moment-là que ça devient un problème. Sinon, chacun devrait pouvoir librement se déplacer où il veut. Et c'est véritablement là, en tant que défenseur des droits de l'homme, nous, on estime qu'il y a un problème. Et vous avez parlé tout à l'heure des pays africains, voilà, parce qu'on a constaté justement que contre vents et marées, les jeunes Africains prennent la Méditerranée où il y a des milliers de morts. La question est de savoir pourquoi tant d'entêtement. Mais c'est que la situation qu'ils vivent dans le pays, parce que quand je vais me déplacer, j'ai des raisons suffisantes pour pouvoir me déplacer. Soit, vous l'avez cité dans votre préambule, ça peut être pour des raisons parce que je suis persécuté, parce que je n'arrive pas à trouver un emploi où je suis, parce que tout simplement je veux découvrir d'autres horizons. J'ai le droit d'y aller. Mais voilà, vous voyez bien aussi la politique de visa mise en place par rapport aux pays du Nord et relativement aux pays du Sud. Il y a problème. Parce que même en tant que, je veux dire, cadre dans un pays, on a des difficultés très souvent d'obtenir un visa pour pouvoir nous déplacer ici et là. Alors, donc, c'est un problème mondial, mais je pense que les Africains doivent davantage de voix, à mon sens, mais pas au-delà des voix, il faut poser des actions à même, d'abord de créer un cadre viable pour nos populations. On va avoir le temps de revenir justement sur les questions d'action et de cadre juridique viable sur les questions de migration. Monsieur Abderrahmane Cissé, pourquoi l'Afrique ne séduit pas dans la migration quand on voit qu'aujourd'hui la plupart des migrants vont vers les pays d'Europe? Qu'est-ce qui fait que nous ne séduisons pas autant les migrants qui viennent par exemple de Syrie, de Tchécoslovaquie? Pourquoi les gens ne viennent pas spontanément comme ils vont vers l'Europe sur le continent? Merci beaucoup, monsieur. Je pense bien que c'est une très bonne préoccupation de penser comme ça. Et pourquoi l'Afrique ne fascine-t-elle pas? Vous voyez, en fait, pour comprendre bien cet aspect des choses, il faut remonter loin dans le temps. De 1845 à 1920, c'est les Amériques qui fascinaient les Occidentaux. Il y a eu plus de 60 millions d'Européens pauvres qui ont immigré vers les États-Unis. Et aujourd'hui, c'est le contraire par rapport à ce que nous constatons, que des Africains maintenant vont s'intéresser à l'Europe, parce que l'Europe est devenue une terre de fascination remarquable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau, n'est-ce pas, des personnes venant de la Syrie, par rapport au contexte de guerre actuelle dans ce pays-là. Donc, ils préfèrent mieux aller vers l'Europe, mais ce n'est pas loin de la Syrie par rapport à l'Afrique. Ça, c'est une réalité. L'Afrique, pour l'instant, sincèrement, ne fascine pas, c'est vrai, mais il y a des données spécifiques qui nous montrent qu'à un moment donné, c'était, je crois, bien 2003, il y a eu des Espagnols qui voulaient rentrer en Algérie. Malheureusement, ils ont été refoulés. Donc, quelque part, c'est pour dire que ces derniers venaient simplement pour travailler en Algérie. Enfin, je ne dis pas que je suis d'accord. Même si enfin, l'Afrique ne fascine pas. J'agrée vos propos, mais il n'en demeure pas moins cependant, et il faut être précis là-dessus, que la Libye, les Libyens ne sont pas fascinés par les pays limitrophes.
qui offre peut-être aussi des conditions de sécurité, de garantie alimentaire. Pourquoi vont-ils tous vers l'Europe plutôt que de rester dans des pays africains comme la Côte d'Ivoire, le Mali ou d'autres pays encore? Oui, mais il y a les positions géographiques. Je pense que la Libye n'est pas loin de l'Europe, au même titre que tous les pays du Maghreb. Souvent, c'est 70 km hein, par la mer. Elle n'est pas loin non plus de nos pays. Oui, je n'en disconviens pas, mais plus proche de l'Europe par rapport à nous. Ça, c'est d'abord clair. Et il faut reconnaître que quand non, mais parce qu'on a l'impression que vous parlez de la proximité géographique comme étant une logique d'explication qui favorise le déplacement des Libyens vers l'Europe. La Libye est sur le continent africain, d'autres pays comme l'Afrique du Sud, il y a des pays qui offrent aujourd'hui des attraits d'accueil beaucoup importants. La Côte d'Ivoire est restée longtemps une terre d'accueil. Oui, on n'en disconvient pas. Mais une terre d'accueil pour qui? Pour les Africains de l'Afrique de l'Ouest, en majorité. Mais au niveau des pays du Maghreb, la plupart du temps... Il y a des Africains qui viennent du Gabon, de plein d'autres pays aussi qui fréquentent ici. Oui, mais la Côte d'Ivoire a beaucoup accueilli les Libanais. Ça, c'est lié à l'histoire, mais cela n'a pas continué dans le temps. Vous voyez, c'est lié à l'histoire. Même il y avait des Syriens à l'époque en Côte d'Ivoire, mais ça n'existe plus, je crois bien. Même s'il y a des Syriens, ils sont plus nombreux, à ce que je sache. Donc il y a une réalité au niveau des pays du Maghreb d'aller vers l'Europe plutôt que de venir vers l'Afrique noire. Ça, d'abord, il faut être réaliste à ce niveau-là. Il y a par exemple les Aragas. Je ne sais pas si vous les connaissez. Les Aragas, ce sont des Algériens qui, effectivement, tentent chaque fois de traverser la mer, la Méditerranée, en fait. On les appelle les brûleurs. C'est comme ça qu'on les appelle. Vous voyez. Mais ces Aragas ne vont jamais venir vers l'Afrique noire. Donc c'est une réalité, donc c'est pour dire que nos pays ne les fascinent pas du tout. Alors, Monsieur Issaka Konaté, vous êtes quand même le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, donc à même de nous expliquer les raisons pour lesquelles, au-delà des raisons économiques et des scolaires ou estudiantines, les Ivoiriens quittent de plus en plus leur pays. Bon, je ne pense pas qu'il faille présenter comme cela, parce que les chiffres montrent d'abord que la migration mondiale, vous l'avez dit, c'est 250 millions de personnes. Dans les 250 millions de personnes, il y a à peine 23 millions de subsahariens. Et la Côte d'Ivoire a à peine 1 240 000 personnes qui résident à l'extérieur. Ce qui représente le 5% de la population ivoirienne. Et lorsque nous étions au sommet de la Valette, il a été expliqué au chef de l'État, qui en a parlé d'ailleurs dans son discours, par Frontex, qu'il y avait 354 Ivoiriens, arrivés d'Ivoiriens, sur les côtes d'Europe du Sud, donc de Malte, d'Italie et de la Grèce. Donc quand même, la Côte d'Ivoire est moins concernée par le phénomène qu'on tente à le faire croire. Donc, mais il y a... C'est clair, une fascination de beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui d'essayer d'avoir des chances ailleurs si les conditions dans les pays de résidence n'offrent pas les mêmes potentialités, les mêmes facilités que les pays vers lesquels ils comptent émigrer. Mais je voulais vraiment préciser que la Côte d'Ivoire est moins concernée par le phénomène qu'on tente à le faire croire. Et d'ailleurs, j'explique qu'à l'intérieur de la CEDEAO, je l'ai expliqué tantôt, 84% de personnes qui se déplacent dans un autre pays de la CEDEAO. Donc ça veut dire que à l'intérieur de la CEDEAO, la facilitation de la circulation dans l'espace communautaire est un élément qu'il faut encourager, qui permet justement d'éviter ces mouvements massifs de population vers des contrées inconnues. On va parler de la dernière question justement sur ce point-là. Monsieur Ngama, alors la Côte d'Ivoire a quand même fait beaucoup, parce que pendant la crise post-électorale en 2010, il y a eu, après cette crise, il y a eu énormément d'Ivoiriens qui ont quitté le pays pour aller dans les pays limitrophes, et ça explique très bien évidemment l'attrait que les pays limitrophes ont eu et que les déplacements internes dans la sous-région, ça marche bien. Est-ce que vous avez impulsé aussi, vous étiez de ceux qui ont permis à l'État de s'intéresser à ces Ivoiriens qui étaient des déplacés? Bon, je pense que la question, vue sous cet angle, va être un petit peu difficile. Mais à quel moment les Ivoiriens se déplacent beaucoup plus vers l'extérieur? Ces dernières années, c'est vraiment lié à la crise. Donc, nous n'encourageons pas les gens d'aller à l'extérieur, mais la situation s'imposait d'elle-même aux personnes qui étaient là, qui connaissaient la guerre. Donc c'est par rapport à la guerre qu'elles sont parties. Avant cela, c'était des gens qui allaient beaucoup plus à l'extérieur, en Europe. Mais là, avec la période de la crise, c'était beaucoup plus dans la sous-région. En tout cas, les chiffres... On va même jusqu'à dire qu'à partir de cette période, on va retrouver presque 7000, par exemple, personnes au Gabon. Et d'autres, mais la majorité dans la sous-région, on a même franchi le chiffre d'1 million.
En tout cas, le période de crise. rapatriement librement consenti des Ivoiriens réfugiés dans les pays limitrophes est l'une des premières priorités du HCR en Côte d'Ivoire et qui a dénombré près de 12 000 réfugiés ont été rapatriés au premier trimestre 2014, des chiffres qui encouragent et qui montrent évidemment le retour de la sécurité. Vous êtes peut-être oui, effectivement, je tiens à indiquer que parmi ces personnes, il y a certaines personnes qui ont voulu se rendre dans les pays du Maghreb. Nous sommes dans un collectif, je l'ai dit, continental, où nous militons en faveur des droits des migrants qui sont constamment violés. Et il y a Rencontre et Développement qui est en Algérie, avec laquelle nous travaillons. C'est une organisation très puissante et qui a facilité le retour d'un certain nombre d'Ivoiriens. Il y avait au moins 1000 Ivoiriens. Après, bien sûr, la crise post-électorale, il y avait 1000 Ivoiriens en Algérie. Et quand la situation s'est normalisée en Côte d'Ivoire, donc il y a eu l'accompagnement et on mettait à leur disposition une somme qui va donc leur permettre d'intégrer la Côte d'Ivoire et une somme qui va leur permettre d'initier des projets. En tout cas, la Côte d'Ivoire qui est moins touchée par les programmes. C'est dans ce cadre même qu'on a reçu par exemple Diarra, il y a un certain nombre de migrants qui viennent. Il y a Madi qui est venu de la Guinée équatoriale. Donc ça dit on apporte des appuis. Peut-être que c'est ce que vous dites, on travaille dans le silence, on ne communique pas peut-être autour de nos actions, à ce niveau-là en tout cas. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui le nombre de migrants en Algérie a considérablement diminué. Beaucoup sont rentrés en Côte d'Ivoire par rapport à cet appui. On va parler maintenant de la question de la gestion de la migration, les questions de droit autour de la migration. On s'étonne, Monsieur Isiaka, que pour des pays comme la Côte d'Ivoire, qui depuis plus de 30 ans plus exactement, connaissent des questions de migration massive et intense, il n'y ait pas eu de cadre juridique pour entourer ce phénomène. Je pense que dire qu'il n'y a pas eu complètement de cadre juridique sur la question, il y a eu des intentions. Il y a eu beaucoup d'actions dans ce domaine, mais aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en train de travailler sur une politique migratoire. Le projet sera piloté par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Je pense qu'il faut comprendre aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a été une terre d'accueil, continue d'être une terre d'accueil et sera toujours une terre d'accueil. Il est important que les politiques mises en place en Côte d'Ivoire puissent aussi correspondre aux politiques communautaires, de sorte à ne pas créer des contradictions entre l'espace communautaire dans lequel nous nous retrouvons, qui est la CEDEAO, qui a une politique de libre circulation, je le dis bien, et qui d'ailleurs est en train de mettre sur pied la carte d'identité biométrique pour tous les États membres de la CEDEAO. Donc il y a cette politique communautaire dont il faut tenir compte en mettant en place la politique ici à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Nous avons 24% de migrants sur nos territoires. Il est important et que nous prenions le temps et qu'il y ait une politique adéquate qui soit proposée en rapport aujourd'hui avec les défis sécuritaires dans les entrées dans plusieurs territoires autour de nous. Avant de continuer avec vous, M. Abderrahmane Cissé, vous êtes spécialiste des questions de migratoires, on va revenir avec Maître Doumbia Yacouba, parler de questions juridiques autour de pourquoi, selon vous, on n'arrive pas à mettre un cadre. La question fait peur. Pourquoi on n'arrive pas à faire un cadre juridique important autour des questions migratoires? Mais avant cette réponse, j'aimerais que vous m'expliquiez en termes de terminologie, étrangers, migrants, immigrés, voilà, est-ce que finalement c'est pas des termes publicitaires, je sais pas. Oui, il faut dire qu'il y a beaucoup de publicité qui est aussi faite autour de cette question de la migration. Comme il a dit tout à l'heure, en vérité, les migrations sud-sud sont plus nombreuses que les migrations sud-nord. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, les médias internationaux ont fait, de la question des migrations par voie de mer, je veux dire, un phénomène, on a mis le zoom, de telle sorte qu'on pense que, toutes les migrations se font en direction de l'Europe. Ce n'est pas, en fait, les faits contredisent, en fait, une telle manière de présenter les faits. Et comme je l'ai dit, en fait, quitter son pays pour aller dans un autre pays est un droit. C'est un droit fondamental. Ce n'est pas nous qui l'avons édicté. C'est depuis la Déclaration universelle, même bien avant. Et la question de l'étranger, c'est l'étranger, puisque nous vivons quand même dans des États. Les États ont des frontières. Si vous n'avez pas la nationalité d'un État, vous êtes donc étranger à cet État. Vous devez vous soumettre aux lois édictées par cet État. Si vous entrez donc sur le territoire de cet État, alors que cet État dit, voilà, parce que aller, venir, ça c'est un droit, mais s'établir, puisque l'État, comme je l'ai dit, a des politiques sanitaires,
au niveau de l'école, au niveau, je veux dire, mais maître, on a quand même l'impression que la catégorisation est sectaire. Quand ça concerne les Africains, c'est des immigrés. Quand il y avait beaucoup d'Africains qui allaient vers l'Europe, c'était des immigrés. Aujourd'hui, comme la migration se fait d'Europe vers l'Europe, on parle de migrants. Oui, sur ce point. Oui, sur ce point, je voulais dire ceci. Quand on parle de mouvement migratoire, il s'agit de mouvements de personnes qui quittent leur pays pour aller s'établir durablement dans un autre. L'émigré, c'est celui qui quitte son pays pour aller s'établir dans un autre avec l'intention de s'y établir durablement. L'immigré, c'est celui qui arrive. Donc la migration, c'est la masse, et l'immigré, c'est individuel. Donc quand on parle de mouvement migratoire, c'est le flux d'aller et de venir. L'émigré, c'est celui qui part de son pays. L'immigré, c'est celui qui arrive dans un autre pays. Voilà. Oui, mais donc, ça reste encore... Cela dit, ça n'échange pas, en fait. Oui, ça n'est pas grand-chose, parce que ça dépend du pays d'accueil ou bien du pays de départ. Tout à fait. Mais la question, c'est de savoir, parce qu'en fait, on peut aller en masse, mais on peut aussi aller individuellement. On va en masse parce que, bon, peut-être on a eu une catastrophe naturelle dans un lieu. On ne peut pas... Toutes les maisons ont été détruites, ça s'est produit au Bangladesh. Donc, à ce moment, on cherche des territoires où on peut être en paix. Okay. Ou bien du fait de la guerre, voilà, il l'a dit tout à l'heure, du fait de la guerre, les Ivoiriens se sont retrouvés en masse au Mali, au Burkina, ainsi de suite. Mais ils n'avaient même pas pour intention véritablement peut-être de demeurer au Burkina. Mais les situations sur le terrain, in situ, font qu'ils sont obligés de faire ce mouvement migratoire vers d'autres pays. Le Burkina a l'obligation, en tout cas au niveau des textes qui régissent je veux dire, le déplacement des personnes au niveau universel comme au niveau africain, parce qu'il y a aussi une convention de l'OUA depuis 1969 qui réglemente en fait les questions de réfugiés, voilà, les aspects particuliers des réfugiés en Afrique. Donc, on a le droit d'aller. Quand on se sent persécuté dans son pays ou quand il y a des menaces naturelles qui font que vous ne pouvez pas vivre sur le territoire de votre naissance. La question est de savoir... Le véritable problème se pose, à mon sens, au niveau de ceux qui émigrent pour des raisons économiques. Et aujourd'hui, en fait, il y a un problème parce que l'Europe, bon, on dit que c'est des pays développés, les États-Unis et autres, mais ils ont des problèmes aujourd'hui au niveau de leur développement, donc ils commencent à s'emmurer. En vérité, cet emmurement-là est en violation des conventions internationales qui régissent le mouvement des populations. Ça, il faut le dire. Et je pense que nos chefs de l'État, en fait, doivent, au niveau africain, porter de la voix à ce niveau pour dire, voilà, on a le droit d'aller et de venir. Alors donc aujourd'hui, si les États-Unis ou c'est la France qui est l'Eldorado, c'est tout à fait normal que des Africains puissent chercher à aller en France ou ailleurs. Mais la question, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque État est régi parce que la France aussi a l'obligation de préparer le développement en fait au niveau de sa population. Il faut prévoir le nombre d'hôpitaux, il faut prévoir les écoles, il faut prévoir les habitants, parce que quand vous allez aussi en masse et que la France ne peut pas vous recevoir, ça pose un problème à la France. Et c'est donc normal aussi que la France puisse chercher à régler ce truc. Donc c'est divers droits qui se combattent. Mais le monde est ainsi fait parce que, bon, en face de chaque droit, il y a des devoirs. Alors donc, l'immigré aussi devrait savoir que quand j'émigre, j'ai l'obligation de me conformer aux lois du pays d'accueil. On parlera de ça, notamment la question de loi est très importante. Monsieur Abderrahmane Tissé, on termine très rapidement la première partie de cette émission avec vous. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions migratoires, notamment pour une région comme la CEDEAO. Il n'existe pas encore des cadres juridiques formels par pays et tout ça sur la question migratoire, même si je sais qu'une des choses les plus importantes, c'est qu'il y a la libre circulation des personnes et des biens dans la région de la CEDEAO. Merci beaucoup. Au niveau des pays africains de l'Afrique de l'Ouest, je peux dire qu'il n'y a pas une véritable politique de manière concrète. Mais concernant la CEDEAO, qui est une organisation sous-régionale, il y a le protocole, effectivement, relatif à la libre circulation des personnes et des biens. Mais ce que nous avions constaté, ce protocole n'est pas encore appliqué concrètement au niveau des pays membres de la CEDEAO. Voilà où se situe effectivement le problème. Et la Convention a essayé, à travers un séminaire, c'est-à-dire un atelier de plaidoyer, former donc les députés, les parlementaires ivoiriens, afin que
effectivement, il y ait une application effective de ce protocole-là. Et c'est ce que nous attendons. Et si c'est fait, je pense que c'est dans l'intérêt de tout un chacun. Merci encore. Dans la deuxième partie de cette émission, M. Issaka Konaté, qui est le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur au ministère de l'intégration ivoirienne et des Ivoiriens de l'extérieur, reviendra longuement sur la politique migratoire de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Y aura-t-il une loi qui est en préparation? Les députés voteront-ils une loi sur le phénomène migratoire? On le saura dans la deuxième partie de cette émission. On revient juste après ça. Vox Africa et Combinations vous présentent l'offre vedette. Bonjour, c'est Gangdo du cabinet de recrutement Combinations et j'ai le plaisir de vous présenter votre nouveau programme, l'offre vedette. Tous les jours, vous découvrirez les meilleures opportunités d'emploi en Afrique. Combinations et Vox Africa ont associé leur expertise du recrutement et des médias pour vous proposer le Vox Africa Job Board. C'est le site internet où vous pourrez découvrir toutes nos offres d'emploi. Et je vous retrouve très bientôt pour vous présenter nos offres les plus attractives, nos offres vedettes. Bienvenue dans la deuxième et dernière partie du Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots, avec des invités. Monsieur Issaka Konaté, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur au ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Monsieur Abderrahmane Cissé, vous êtes chef de projet migration et spécialiste des questions migratoires au sein de la Convention de la société civile ivoirienne. Maître Doumbia Yacouba, vous êtes président du conseil d'administration du mouvement ivoirien des droits humains MIDH. Et enfin, Monsieur Angama Paul, qui est le secrétaire général de la Convention de la société civile ivoirienne. La question de la migration qui fait l'actualité, vous le savez, autant en Europe qu'en Afrique, et on essaie de comprendre les enjeux justement de ce phénomène. Je le disais en première partie de cette émission, avant de terminer la première partie, Monsieur Issaka Konaté, vous allez nous expliquer évidemment la politique mise en place par la Côte d'Ivoire sur les questions de migration, où voilà. La question est ambitieuse me concernant. Je travaille au ministère de l'intégration. On invitera le ministre Ali Koulibaly un petit jour. Mais peut-être, ou monsieur, pourquoi pas. Mais vous avez quand même quelques pistes de réflexion. C'est un dossier qui relève du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, la mise en place d'une politique migratoire en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Il y a déjà eu plusieurs ateliers sur la question. Certains éléments seront revus en rapport avec l'organisme régional que la CEDEAO constitue, mais aussi nos partenaires internationaux, comme l'OIM, qui travaille beaucoup sur les questions sans pour autant faire de la politique. Pouvez-vous nous donner, monsieur le directeur général des Ivoiriens je suis très précis sur ce que je dis. Mais quelques pistes de réflexion Toute politique migratoire mise en place en Côte d'Ivoire sur le projet, en tout cas sur lequel la Côte d'Ivoire doit forcément, je l'ai déjà expliqué, impliquer la dimension régionale. C'est-à-dire que nous appartenons à un bloc qui est la CEDEAO et les lois doivent être en conformité avec certains éléments à l'intérieur de l'espace communautaire. C'est un élément important. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne les défis sécuritaires d'entrée sur des territoires nationaux, il est important d'avoir des politiques nationales dans les différents pays. Et recenser les personnes qui viennent sur un territoire n'est pas véritablement les empêcher d'entrer. C'est savoir qui entre sur le territoire et avec quels documents, de telle sorte à pouvoir gérer les flux en ce qui concerne le développement des pays, etc. Donc la Côte d'Ivoire va bel et bien aussi se doter d'une politique migratoire, mais je le répète, c'est un domaine qui revient à la compétence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, mais je sais que le ministre d'État travaille sur cette question. Alors, une question peut-être que je pose à tout le monde, chacun répondra. Est-ce que la question, notamment de la carte de séjour, on a vu le tollé que ça avait provoqué dans les années 90, n'est pas aussi quelque chose qui freine justement sur les prises de décisions hermétiques, radicales ou fermes, pour être moins dur sur les terminologies. Maître, d'ailleurs, on va commencer par vous sur cette question, parce qu'on a vu justement pour régler le flux migratoire en Côte d'Ivoire, on avait imposé cette question de la carte de séjour en son temps. La carte de séjour, comme il a dit, monsieur le directeur tout à l'heure, constitue à notre sens un obstacle à la libre circulation par rapport, en tout cas, aux ressortissants de la CEDEAO. Constituer un obstacle à la libre circulation des personnes dans l'espace CEDEAO.
Parce que vous ne pouvez pas dire que vous pouvez circuler librement dans un espace et vous y installer, parce que la CEDEAO aussi, le protocole permet le libre établissement. Voilà, donc vous installez et en même temps instituer, je vais dire, une carte avec une valeur patrimoniale assez lourde, de telle sorte que ceux qui n'avaient pas les moyens de pouvoir acquérir cette carte étaient dans l'illégalité, dans l'espace ivoirien. Voilà, donc, nous avons considéré que la carte de séjour constituait un obstacle par rapport au texte de la CEDEAO. Cela dit, il faut davantage d'intégration. Parce que qui dit la CEDEAO est un traité international, donc c'est le principe de réciprocité. Si la Côte d'Ivoire doit recevoir des Maliens, des Burkinabés ou des Nigérians qui peuvent s'établir de manière tout à fait libre, les Ivoiriens devraient pouvoir aussi aller au Mali, au Burkina, s'installer de manière tout à fait libre. C'est donc le principe de réciprocité. Ce que la Côte d'Ivoire admet, les autres pays doivent l'admettre. Je pense que dans l'espace CEDEAO, il faut davantage d'intégration. C'est vraiment la porte, à mon sens, si on veut faire une véritable politique de migration pour nos États, il faut davantage d'intégration. Vous comprenez bien que le Mali, nos plantations de café et cacao sont principalement occupées ici par des Burkinabés. On parlera justement dans quelques instants, avant de terminer cette émission, de l'impact justement de la migration sur la cohésion sociale, sur l'économie en règle générale, positif ou négatif. Vous avez peut-être sur la question de la carte de séjour, sur cet exemple précis. Alors, sur la carte de séjour, ce que je voulais dire, c'est qu'elle a été introduite en 1990 et elle a été supprimée en 2007, officiellement. Mais dans un premier temps, lorsqu'elle avait été introduite, en réalité, c'était des mesures restrictives. Mais quand vous regardez en fond, c'était une volonté de trouver quelques moyens financiers aussi. Parce qu'il fallait payer quelque chose, parce qu'il n'y avait même pas de direction pour gérer cette question des cartes de séjour. Mais c'était vraiment un petit peu ça. Mais après, la carte de séjour, ce qui est commun au niveau de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, c'est par exemple la carte de résident. Parce que lorsque vous dépassez les 90 jours, vous êtes en position de vous établir un peu plus durablement, donc vous devez avoir une carte de résident. Et ça, on souhaite que, par exemple, de telles mesures puissent être bien gérées au niveau communautaire. Est-ce qu'au niveau de la communauté, on a cette même vision des choses? Mais je sais que monsieur le directeur des Ivoiriens de l'étranger, peut-être de l'extérieur, peut-être reste un petit peu diplomatique, mais vous voyez bien que quand il est question de parler de la question, quand il est question de parler de phénomènes migratoires dans la sous-région, les autres pays de membres de la CEDEAO ont un petit peu peur. Pendant que la Côte d'Ivoire souhaite en parler parce qu'elle vit aussi avec près du quart de sa population. Alors justement sur cette question, puisque M. Issaka Konaté est là lui-même, nous supposons sur cette table que vous rencontrez évidemment vos confrères des pays limitrophes et que des conférences, des sessions, des réunions sont organisées sur les questions migratoires. Quelles sont dans ces débats les préoccupations qui ressortent de ces différentes rencontres entre directeurs généraux de ressortissants de l'étranger? Je peux vous dire que au niveau de la CEDEAO, au niveau des États membres de la CEDEAO, ce qui préoccupe la plupart des États, c'est en tout cas de partie de ce qu'on appelle la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. C'est-à-dire qu'il faut garantir la libre circulation des hommes et des biens à l'intérieur de l'espace de la CEDEAO. C'est un élément auquel les différents gouvernements membres de la CEDEAO tiennent énormément parce que simplement, je vous l'ai dit tantôt, 84% des personnes ressortissant d'un pays de la CEDEAO, lorsqu'ils sortent de leur pays, ils vont vers un autre pays de la CEDEAO. Et dans ces 84%, il y a plus de 70% qui ont moins de 25 ans. Donc, c'est-à-dire que c'est une population essentiellement jeune. Notre préoccupation fondamentale, ce n'est pas que les différents pays ne mettent pas de politique migratoire en place. C'est qu'il y ait une coordination avec l'organisme communautaire de sorte à ne pas créer une contradiction avec les lois de la CEDEAO, mais qu'il y ait quand même un minimum de vérification. Parce qu'aujourd'hui, c'est un défi sécuritaire. Vous voulez savoir
qui rentre sur un territoire. Si vous ne savez pas qui rentre sur un territoire, comment est-ce que vous contrôlez justement lorsqu'il y a des défis sécuritaires, comment vous remontez les différentes pistes? Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec le défi auquel on fait face, le défi sécuritaire auquel on fait face, il faut modestement que nous regardions et que nous mettions nos politiques en adaptation, en tout cas en harmonie dans l'espace communautaire. C'est ce que je tiens vraiment à dire. Je suis pour la libre circulation des personnes et des biens à l'intérieur de l'espace de la CEDEAO, mais je suis aussi pour que les politiques de la CEDEAO, et qu'il y ait une politique, qu'il y ait un comité régional même de la migration. On a le MIDOA qui parle de libre circulation des personnes à l'intérieur de l'espace de la CEDEAO, mais il y a encore d'autres instruments à l'intérieur de la CEDEAO qui essaient de garantir la libre circulation. Et c'est vraiment une préoccupation importante pour tous les États membres de la CEDEAO. Alors, vous avez soulevé une question très importante, notamment la question de la sécurité. Quand on parle de Daesh, l'État islamique, Boko Haram et les attentats au Burkina Faso et au Mali, est-ce que cela ne doivent pas précipiter aujourd'hui la question de la mise en place d'un cadre juridique sur la question migratoire? Non, je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut voir cela. Il ne faut pas attendre que des situations de ce genre se présentent ou que des mouvements se créent. Des mouvements créés dans la violence pour dire maintenant il faut qu'on mette en place une politique migratoire. On l'a remarqué tout de suite voilà. Dans l'Union européenne, ils n'étaient pas préparés pour cette question. C'est aujourd'hui que l'Union européenne essaie de mettre en place des solutions, de répondre à des questions fondamentales. Oui, même avec Frontex. Voilà. Frontex a été aujourd'hui, l'Union européenne propose pratiquement 3 milliards d'euros à la Turquie pour qu'elle garde avec elle le flux de migrants afin d'être identifié, de prendre toutes les informations nécessaires à partir de la Turquie pour savoir qui laisser entrer. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui faire comme l'Union européenne, précipiter le débat à ce niveau? Non, on ne peut pas précipiter le débat à ce niveau. Je voudrais dire ceci. Oui. L'Union européenne s'est préparée longtemps à ces questions. Mais voilà, regardez sa politique de visa. Regardez le fait que la plupart des pays de l'Union européenne n'ont pas ratifié la Convention relative aux travailleurs migrants. Exactement. Voilà. Donc, cette situation avec la Turquie actuellement, c'est une situation conjoncturelle. Sinon, elle s'est préparée à cela. C'est un long processus. Il y a un processus qui est peut-être en place, ce n'est pas encore tout à fait formalisé. Nous disons que chaque État a quand même le droit d'identifier tous ceux qui rentrent sur son territoire. Et que la libre circulation doit exister, mais il faut quand même faire du contrôle. Et comme l'a dit Maître Doumbia, c'est la question de la réciprocité que les Ivoiriens posent. Parce qu'ils ont l'impression que c'est vrai, ils sont ouverts, les autres souhaitent qu'ils soient beaucoup plus ouverts, mais en retour, la réciprocité ne se fait pas tout à fait de la même façon. Est-ce qu'un Ivoirien peut aller s'établir aussi facilement dans un pays de la CEDEAO, mener ses activités avec une carte de résident, comme les autres le font chez nous? C'est un peu ça qui pose. Sinon, on reste ouvert, on veut que ce soit la libre circulation, mais on souhaite que la réciprocité et que les politiques soient communes. Vous avez peut-être, monsieur le directeur, quelque chose à rajouter sur la question? Non. En fait, je vais dire que en ce qui concerne la question relative à la réciprocité, d'accord, je suis bien d'accord, mais de façon générale, il est important qu'en Côte d'Ivoire, nous ayons un cadre qui soit défini. Lorsque nous aurons le cadre, à partir de ce cadre, nous pourrons aussi imposer un certain nombre de points de vue à d'autres États. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui a fait la force de notre pays, ça a été la diversité de sa population. Et il ne faut pas oublier cela. Il ne faut pas oublier la contribution du migrant à la vie nationale de la Côte d'Ivoire. Et c'est une contribution qui est très importante. Il faut juste se rassurer que cette contribution est non seulement reconnue, mais qu'elle est mise dans un cadre qui est bien défini, qui correspond aux lois internationales. La question des migrants sur la cohésion sociale, ça pose énormément de problèmes, autant en Afrique qu'en Europe. Les déplacements massifs de ces populations ou des individus. Alors, pourquoi les gens ont de plus en plus peur des migrants, pour ne pas dire étrangers? Pourquoi dans les pays semblent être réticents à accueillir les migrants?
La Côte d'Ivoire ou ailleurs? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est encore plus perceptible. Mais quand on voit les tensions à l'ouest du pays, notamment. Mais voilà, vous avez dit à l'ouest, non, c'est pas à l'est. Non, je vais dire. Voilà, exactement. Je vais dire dans l'ensemble des mouvements migratoires aujourd'hui, quand on voit au Maroc ce qui se passe récemment, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, sur la communauté nigérienne. Pourquoi, et en Algérie également. Voilà, pourquoi les étrangers font-ils peur aux autochtones? Bon, en fait, peut-être qu'à l'ouest, les étrangers font peur. Mais la Côte d'Ivoire, je pense, c'est une grande superficie. À l'est, on ne parle pas de conflits interethniques, même s'il y en a souvent, c'est par rapport à des peuls dont les bœufs vont effectivement, entre guillemets, saccager des plantations, n'est-ce pas, naturellement. Il y a des affrontements, mais après, on règle. Mais c'est-à-dire que l'est, le centre, ne vit pas les mêmes réalités que l'ouest. L'ouest, c'est plus profond. Non, si on essayait de ne pas compartimenter la Côte d'Ivoire, est-ce que s'il y avait un flux massif de migrants sur la Côte d'Ivoire, les gens seraient prêts facilement, spontanément à l'accepter? Mais je pense que c'est ce qui a été fait au Ghana. Il y a eu un afflux massif des Ivoiriens au Ghana. Ils ont été reçus au Togo, au Bénin. Mais si une situation arriverait éventuellement, qu'elle soit naturelle ou provoquée par l'homme, je parle des conflits éventuellement, mais la Côte d'Ivoire serait obligée de les accueillir. On n'y peut rien, absolument. Oui, mais voilà. L'étranger, en fait, on n'a peut-être pas la même définition de l'étranger que de l'approche des choses. Nous vivons avec des ressources limitées. Et aujourd'hui, force est de constater que chaque pays encore a des difficultés en fait au niveau économique. Et l'étranger, que ce soit en Occident ou, je veux dire, en Afrique, est perçu comme celui qui est venu enlever en fait le pain à la bouche du national. Surtout aidé en cela en fait par souvent des politiciens en panne de projets. Alors donc c'est toujours, je veux dire, une bombe que représente le flux migratoire. C'est très important. Vous voyez aujourd'hui même l'Europe a des difficultés pour trouver une véritable politique. Vous voyez la France, le débat sur la décharge des nationalités. Comment on va déchoir quelqu'un qui a la nationalité alors qu'on a tout. Les spécialistes ont prouvé, ont démontré que cette mesure-là n'est pas à même de dissuader en fait les terroristes. Mais la France, pour plaire en fait, je veux dire, la majorité aujourd'hui qui crie famine aussi en France, le gouvernement français est obligé de maintenir cette disposition-là pour passer. Alors donc, il faut davantage, à mon sens, d'intégration au niveau de la CEDEAO. Et cette intégration, comme il le dit, ce n'est pas une intégration au niveau politique ou bien textuel, mais c'est dans les actes de tous les jours. Il faudrait qu'on puisse aussi créer des espaces économiques viables au Burkina. Parce que moi j'ai peur, je me dis, mais la Côte d'Ivoire qui se veut émergente à l'horizon 2020, on est émergent. Autour de nous, aucun des pays n'arrive à avancer. Mais vous pensez qu'ils vont rester au Burkina, au Mali ou en Guinée pour nous regarder? D'ailleurs, vous nous donnez là l'occasion d'entrer dans la dernière partie de cette émission, les défis justement. Quels sont les défis pour le gouvernement ivoirien, peut-être au-delà des gouvernements africains sur le phénomène migratoire? Au niveau des États africains, bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est important que les États africains soutiennent d'abord la société civile. Nous sommes en étroite collaboration avec ces migrants qui nous sollicitent constamment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, que les États africains mettent en place une politique migratoire et qui doit être vraiment effective à tous les niveaux. Et comme l'a si bien mentionné le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, M. Konaté, c'est de faire en sorte qu'il ait une politique migratoire commune, avec une vision commune. Ça, c'est très important. Ce sont des défis à relever. Et qu'ensuite, les États continuent toujours d'appuyer la société civile, de faire en sorte qu'on puisse mettre en place un fonds au niveau de la société civile qui va nous permettre de favoriser le retour. Parce qu'il y a des rapatriements. L'aspect civil peut être impliqué. Nous, on en a déjà fait, mais avec des maigres moyens. Mais on souhaiterait effectivement être soutenu. Quand les migrants rentrent, qu'est-ce qu'ils font? Il y a certains qui sont frustrés parce que où ils sont partis, ça a été un échec. Il y a la honte de l'entrée. Donc il y a l'appui psychologique qui doit être fait par rapport à leur intégration au plan local. Maintenant, s'ils rentrent, il faudrait qu'ils soient soutenus. Même ce matin, il y a un migrant qui m'a appelé. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites pour moi? Je suis arrivé. On dit, bon, on attend qu'on ait le financement pour vous appuyer. Donc il faut appuyer effectivement les migrants qui rentrent à travers des micro-projets. N'oublions pas que les migrants rencontrent aussi les mêmes problèmes que les résidents, les oui, nationaux, les locaux. Je n'en disconviens pas, absolument. Parce qu'ils fuient une certaine réalité qui existe déjà dans le pays d'accueil. Non, on ne veut pas dire qu'il fuit certaines réalités. C'est un système qui est mis en place, qui ne garantit pas mon espérance.
Donc, je suis obligé d'aller où je peux, n'est-ce pas, obtenir des choses. Et vous savez qu'il y a des migrants qui ont apporté beaucoup de choses à la Côte d'Ivoire. Même il y a des joueurs, effectivement, qui évoluent à l'étranger. Mais je pense qu'ils font la fierté de la Côte d'Ivoire au plan sportif. S'ils étaient restés là, mais ça n'allait pas être le cas. En tout cas, pour vous, évidemment, il faut que les États africains s'organisent. S'organisent à soutenir la société civile, qui a aussi sa part à jouer, effectivement. Monsieur Isiaka Konaté, alors Maître parlait tout à l'heure d'un défi important notamment à relever, c'est justement les disparités en termes économiques et en termes de développement qui favorisent la migration. Est-ce qu'aujourd'hui, il parlait d'émergence pour 2020 et que les pays limitrophes n'atteignent pas ce niveau, nous ne sommes pas une proie facile justement pour ces migrations massives sur la Côte d'Ivoire? Sans forcément tomber dans le débat des problèmes d'étrangers, de nationalité et tout ça. Mais le défi du développement à relever par tout le monde et ensemble, ne pourrait-il pas résorber ce problème-là? Moi, je pense qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on a une chance, c'est qu'on a un organisme communautaire. C'est très important, c'est-à-dire que cet organisme communautaire travaille, il y a des réunions des chefs d'État, il y a des réunions ministérielles, il y a des réunions d'agents techniques pour réfléchir sur différentes questions. Aujourd'hui, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, d'accord, on peut dire qu'il y a un défi qui est aujourd'hui de répondre à toute cette espérance que l'Afrique de l'Ouest porte sur la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que tout à l'heure, revenant à l'une de vos questions, je suis obligé d'intervenir sur cette question concernant les étrangers qui incarnent la peur, etc. La France a remporté une Coupe du Monde et tout le monde disait blanc, black, beurre. Et tout le monde était fier de cet héritage. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est fière de l'héritage que nous avons d'avoir une population aussi diverse. Mais c'est un héritage qui doit être assumé où chacun contribue au développement de son pays. Parce qu'au niveau de différentes mesures qui peuvent être mises en place dans les différents défis que nous pouvons rencontrer ici en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est un moteur important de l'UEMOA. Nous devons prendre notre part de migrants, mais cela doit intervenir, j'insiste, à l'intérieur d'une politique migratoire coordonnée par l'organisme sous-régional qui est la CEDEAO, qui permet ainsi à chaque État de venir établir des points de vue. Il y a aussi la question du sommet de la Valette qui a défini 5 axes prioritaires. Ces 5 axes prioritaires doivent être pris en compte par les différents pays d'origine des migrants, de sorte à bénéficier des fonds fiduciaires de la CEDEAO et d'appuyer beaucoup de projets. La Côte d'Ivoire a aussi l'avantage, et c'est un élément que je voulais, une idée que je voulais donner concernant comment occuper sainement cette jeunesse qui part. Nous avons 77 centres de formation professionnelle. Il faut que la Côte d'Ivoire aujourd'hui mette ces centres de formation professionnelle à niveau. En tout cas, dans un autre débat, on parlera de la formation. Nous avons énormément d'idées sur ce qui peut être fait sur cette question. La formation et l'emploi jeune qui reste à des chevals de bataille du gouvernement ivoirien actuel. On va terminer avec le secrétaire général de la Convention de la société civile, M. Angama Paul, peut-être pour conclure avec vous. Bon, je dirais je dirais que les défis véritables à relever, c'est une politique migratoire accompagnée d'un cadre juridique. Ensuite, et comme l'a si bien dit Maître Doumbia, une politique de l'intégration. Et de l'intégration qui parle de l'harmonisation des politiques. Il faut harmoniser les politiques pratiquement à tous les niveaux pour qu'on arrive à une forme de développement qui soit harmonisée aussi au niveau de la sous-région. Pour ne pas qu'une partie émerge et que les autres soient amenés à partir vers ce pays. On ne va pas vers un pays qui n'attire pas. Donc voilà l'autre situation. Et puis, moi je terminerai par dire qu'il faut créer des structures appropriées qui vont permettre d'encadrer, par exemple, les migrants, ceux qui ont émigré, qui sont dans la diaspora, il faut pouvoir les encadrer, mais ceux qui arrivent parce que déçus ou bien qui veulent rentrer au pays, il faut pouvoir les accueillir pour les installer. Il y a un centre de migrants. Voilà. Et faire en sorte que la société civile, puisqu'on est bien là, soit associée un peu à ces activités pour ne pas que l'État puisse rester un petit peu au sommet au lieu de descendre dans la vallée. On va terminer. C'est important de dire qu'il y a un centre d'accueil, d'orientation et d'information des migrants qu'on appelle KMC, qui est un projet qui a été financé par le fonds Espagne CEDEAO,
et dont l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'assurer la pérennité. Donc ce centre-là, c'est bien entendu sous la tutelle du ministère de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur. Donc quand même des efforts sont faits. En tout cas, sur le phénomène migratoire, les questions sont majeures et les réponses attendues évidemment par beaucoup d'Africains. On espère dans cette émission avoir apporté notre pierre à l'édification d'un projet, ne serait-ce que sous-régional sur la migration. Merci à monsieur Isiaka Konaté. Je rappelle, vous êtes le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, donc vous êtes plus connu à l'extérieur qu'ici. Malheureusement ou heureusement. Monsieur Abderrahmane Sissé, chef de projet migration et spécialiste des questions migratoires au sein de la Convention de la société civile ivoirienne, et maître Doumbia Yacouba qui nous a apporté son expertise dans le domaine juridique. Vous êtes le président du conseil d'administration des mouvements des droits humains. Et enfin, pour terminer, monsieur Angamon Paul, secrétaire général de la Convention de la société civile ivoirienne. Une mission qui a été préparée, et je vous le rappelle pour une dernière fois, avec la Convention de la société civile ivoirienne et l'Institut Panos Afrique de l'Ouest de Dakar. Je vous remercie d'être resté en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro du Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots. À bientôt.